Il faut être patient, mais actif au bon moment. C'est pas de moi malheureusement, c'est de Charlie Munger, l'ancien associé de Warren Buffett, décédé l'année dernière. Le cerveau humain n'aime pas deux choses, la passivité et le risque. Donc au final, on se retrouve à toujours être un peu à moitié actif, à déceler un petit peu quand on y pense, à racheter une petite correction mais ne pas racheter la suivante, à monitorer seulement la moitié de notre portefeuille parce qu'on a la flemme. Mathématiquement, c'est débile à quel point l'une des façons les plus lucratives de gagner de l'argent en investissement, c'est simplement, entre guillemets, en achetant les corrections, les chutes, les crises, etc. Sauf que, c'est délicat. Ça demande de savoir attendre et surtout d'agir avec des convictions au moment venu. Et je pense sincèrement qu'on aurait beaucoup à gagner à être plus patient dans les périodes creuses, à accepter de ne rien faire, mais par contre à être particulièrement agressif dans les moments cruciaux. Ce sont ces moments, ces choix qui créent des vrais changements de vie. Et même si au final 99% du temps on doit être plus patient que nous ne le sommes vraiment, je pense qu'une unpopular opinion est que pendant cette période des 1%, nous ne sommes pas assez agressifs parce que nous n'agissons pas avec assez de conviction. D'ailleurs, parlons-en des convictions. Ayez des convictions, mais restez le plus flexible et le plus agile possible. On est dans une économie de la vérité. C'est très valorisé d'avoir raison, et c'est très pointé du doigt d'avoir eu tort. Il n'y a qu'à regarder tous les gens qui me parlent d'ultra et de luxo, et le peu qui me parlent du x30 sur Caspa ou du x20 sur Bitensor. Si bien que avoir des convictions, surtout dans un secteur complexe de deep tech, c'est délicat, parce que celui qui en a s'expose à la critique. Mais avoir un socle solide de convictions, c'est selon moi quelque chose de vraiment très important, surtout dans un secteur aussi fragile. Personnellement, j'ai 4-5 convictions que je questionne parfois, mais qui représentent le socle de tout ce que je vais construire par-dessus, et sur lesquels j'évolue. J'ai la conviction que les crypto-monnaies ont un avenir très prometteur devant elles, j'ai la conviction que l'histoire se répète pour l'instant de manière très précise, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et à construire dans cet écosystème, et pour vous donner une conviction un peu plus perso, je sais que dans mes vidéos je me trompe parfois, mais j'ai la conviction que la valeur que j'essaye d'apporter compense les erreurs que je fais. Par contre, oui, il faut des convictions solides, mais il faut aussi savoir les questionner, et avoir un maximum de flexibilité et d'agilité, soit en acceptant parfois que les choses ont évolué, donc certains paradigmes ne sont plus aussi ancrés, soit en modifiant et en pivotant certaines convictions. Mais j'insiste quand même sur le fait que celui qui ne croit pas en l'actif dans lequel il investit, qui ne croit pas vraiment en sa stratégie, en son risque, etc., n'aura jamais la réussite qu'il souhaite dans l'investissement. Ne vous référez pas à votre ATH portfolio pour comparer. Ça, vraiment, c'est l'une des grosses erreurs que je vois chez énormément de monde. Bitcoin a quasiment doublé depuis janvier, on a eu un pic en mars et une correction ensuite. Et le nombre de personnes que je vois en train de comparer leur portfolio actuel avec la valeur la plus haute qu'ils ont eue en mars, ça n'a pas de sens. Si vous n'aviez pas prévu de vendre en mars, c'est totalement inutile et néfaste de venir comparer votre performance au pic qu'a fait votre wallet. Lisez plutôt la charte et comparez votre performance par rapport aux 6 derniers mois et vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux. Déjà parce que vous auriez le sentiment d'être en profit, contrairement à l'autre situation où vous auriez l'impression d'avoir perdu de l'argent par rapport à mars, et ça vous permettra d'avoir aussi une vision plus globale sur votre performance. C'est inutile et très mauvais de se référer au plus haut sommet de votre portefeuille, non seulement parce que ça vous crée une pression mentale, et même d'un point de vue stratégie, c'est pas du tout optimal. Essayez de voir le verre à moitié plein. Ne pas tomber dans le « cette fois c'est différent ». Est-ce que les choses vont se passer différemment pour ce bull run? Peut-être. Est-ce que je vais avoir un accident de voiture en rentrant de mon bureau ce soir? Peut-être. Du coup, pourquoi je me fais chier à faire cette vidéo sachant que je serai plus là demain? Bon, ok, j'abuse, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu la solution de facilité qui est rencontrée par beaucoup de gens pour ne pas avoir à exposer ses croyances. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie de la vérité. Celui qui dit qu'il y aura une crise économique majeure qui arrive, donc lui, il ne rentre pas sur les marchés. En plus, les cryptos, c'est pire parce que cette fois, il y a les institutions, ça va être différent. Il va se mettre une sorte de carapace autour de lui, attendre des années que sa prophétie se réalise, parce qu'en général il y a des crises à intervalles réguliers, et venir crier sous tous les toits qu'il avait eu raison quand ça arrivera. Sauf qu'ok, il aura eu raison, mais son ego lui aura fait rater plusieurs années de potentiel profit, juste par volonté d'avoir raison. Et je ressens un petit peu ça chez les gens qui viennent dire que cette fois c'est différent dans les cryptos. Évidemment que certains éléments seront différents, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans ce piège de toujours voir les changements, les risques, les erreurs, parce qu'on finit un petit peu par s'y complaire et par devenir une sorte de gourou de la vérité, qui certes aura son moment de gloire sur Twitter, mais qui aura raté toutes les opportunités. Être mouvant, c'est s'adapter à ce qui change, mais aussi à ce qui ne change pas. Accepter que personne ne sait rien, mais que nos agissements doivent être basés sur des convictions, elles-mêmes basées sur des probabilités. On revient à cette notion de conviction. Je ne sais pas si Bitcoin ira à 100 000, je ne sais pas si Bitcoin sera encore là en 2030, je ne sais pas si on va redescendre à 20 000 dans 2 mois. Personne ne le sait, personne. Et parti de ce constat, j'ai deux choix.
Soit je subis ce qu'il se passe, donc je prends des décisions qui changent à chaque fois que le marché bouge, je saute dans le train déjà en route, soit je prends la décision d'être actif, je monte dans le train qui ira le plus loin selon mes conclusions en prenant le risque de me tromper. C'est la façon dont personnellement je veux vivre mon parcours d'investisseur. Analyser la situation, en tirer des conclusions qui sont basées sur des probabilités et all-in dans ces conclusions avec beaucoup de conviction dans l'espoir d'avoir fait les bons choix. Par exemple, je suis persuadé que l'histoire va encore se répéter à ce cycle, que le marché se comportera globalement de la même façon qu'il l'a fait au précédent cycle. J'ai peut-être totalement tort, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Mais j'ai choisi de prendre ce risque pour avoir potentiellement les récompenses apportées par ma conviction qui m'ont amené à me placer avant que tout le monde ne voit le train partir et essaye de gratter une place dedans. Je pense que mathématiquement, si on prend ça de manière très froide, les probabilités que j'ai raison vont couvrir les scénarios où j'ai tort et mon espérance de gain sera positive. Pour ceux qui jouent au poker, c'est comme si vous aviez une paire d'as. Vous pouvez la jouer tranquillement et gagner un petit peu de jetons en prenant moins de risques parce qu'une paire d'as ne gagne pas à tous les coups, mais vous pouvez aussi faire tapis en partant du principe que 20% du temps vous allez avoir tort et perdre la main. C'est les statistiques quand vous avez une paire d'as contre n'importe quelle autre carte au poker, mais par contre 80% du temps vous allez gagner beaucoup plus que si vous aviez été un petit peu frileux. Et si on répète cette opération un très grand nombre de fois, on dit que notre espérance de gain devient positive parce que c'est une décision qui est rentable une fois la partie aléatoire supprimée. Diminuer de 20% vos objectifs. Je pense que l'écosystème des cryptos, la façon dont les choses sont faites, nous incite à avoir des targets, des objectifs de rendement beaucoup plus élevés que ce qu'ils ne devraient être. On voit des mecs de 20 ans devenir multimillionnaires, des gens qui font x200 sur des mêmes coins, des vidéos qui parlent de x50, et du coup, on se retrouve un peu avec des investisseurs pour qui c'est la toute première année dans les cryptos, qui ne savent même pas ce que c'est la blockchain, un smart contract et un layer 1, mais qui pourtant visent un x20, x30 sur leur portefeuille en rentrant seulement maintenant. Encore une fois, dans une optique mathématique d'espérance de gain, je pense que 90% d'entre nous avons tout intérêt à diminuer nos objectifs de revenus d'environ 20%, voire même un petit peu plus. Pourquoi c'est plus rentable de diminuer ces objectifs ? Parce que déjà, je pars du principe que quasiment tout le monde vise beaucoup trop haut par rapport à ce qu'il mérite vraiment. Parce que le marché est fait pour aspirer à des multiples un peu trop hauts. Ensuite, en visant un peu plus bas, ça va nous permettre d'avoir des stratégies, des prises de position et des prises de profit qui ne sont pas poussées à leurs limites. Parce que généralement, ce qu'on se met en tête, c'est le scénario idéal de notre plan, qui au final n'arrive jamais. Si on vise un x10, ça veut dire que le scénario optimal dans notre plan, c'est de faire un x10. Et donc, il faudra avoir beaucoup de chance, beaucoup de réussite dans nos prises de profit, nos choix, etc. Viser un petit peu plus bas, ça va nous permettre de ne pas viser le scénario optimal, ni le scénario pessimiste, mais celui du milieu, qui a bien plus de chances d'arriver. Fermer son wallet et accepter que parfois, il n'y a rien à faire. On l'a vu tout à l'heure, l'humain a horreur de rester sans rien faire. Et on veut toujours être actif pour avoir le sentiment de faire partie de ce qu'il se passe. C'est d'ailleurs, je pense, l'une des principales raisons pour laquelle le day trading est aussi apprécié par tout le monde. Parce qu'on se sent impliqué dans ce qu'il se passe, on est présent. Sauf que, y a bien un moment où on n'a plus forcément de liquidité disponible pour investir, ou juste c'est pas le bon moment. Donc, comment on reste actif sans pouvoir faire quoi que ce soit ? Eh bien, on regarde son wallet, en boucle, les moindres hausses, les moindres baisses. C'est comme une drogue, on veut notre pic de dopamine ou notre sensation désagréable quand ça descend. Je vais pas vraiment argumenter là-dessus, parce que je pense qu'on sait tous pourquoi c'est bénéfique au final, mais si vous galérez avec ça, fermez votre portefeuille et acceptez que parfois, il faut juste savoir être patient. Un truc que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais vraiment ce mec qui regardait tout le temps son portefeuille, les prix des cryptos, etc. Même quand il n'y avait rien à faire en fait. Et vu que je travaille seulement sur mon ordi et que je fais des moves crypto seulement sur mon ordi, j'ai supprimé toutes les applications crypto de mon téléphone. Parce qu'en fait, j'estime que le soir, quand je suis posé après avoir taffé, j'ai pas à savoir ce que font les cryptos. Parce que dans tous les cas, je n'aurai aucune action à faire en fonction de qu'est-ce qui se passe. Ça prend 2%, rien. Donc autant fermer et être tranquille. Augmenter son échelle de temps. Si vous êtes sur les lives du mardi, 18h d'ailleurs, je le rappelle sur cette chaîne, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette notion. Il y a deux notions en une dans ce chapitre, c'est cadeau. La première chose, c'est que je pense que le marché des cryptos nous a rendus impatients. C'est compréhensible puisque les cryptos représentent un petit peu la grosse opportunité de changement de vie pour notre génération qui n'a pas eu l'immobilier, qui vit des choses difficiles et pour qui les cryptos représentent un peu une sorte d'exutoire de marché qui n'est pas encore équilibré, entre guillemets, et dans lequel il est possible de faire de très belles choses. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'on développe une sorte de FOMO. Et on se dit que si on rate cette opportunité générationnelle, il n'y en aura plus aucune autre. Et ça, c'est peut-être pas forcément faux. Par contre, ce qui peut être une erreur, c'est de vouloir make it sur une fenêtre de temps un petit peu trop faible. Sur, par exemple, un seul cycle. Combien parmi vous se projettent sur uniquement ce bull run, ce cycle-là qui arrive ? Est-ce que vos objectifs sont uniquement faits pour ce bull run ? Vous vous dites, ok, voilà mon plan pour ce cycle, et après, j'improviserai un peu. Je pense que
Parmi vous, il y en a beaucoup. C'est normal, parce que le marché est littéralement fait pour qu'on visualise uniquement ce cycle. Vu le bear market horrible qui arrive après, vu le fait qu'on n'ait pas de promesse d'un nouveau cycle plus tard, il y a toujours cette incertitude. Et pourtant, l'une des façons qui pourrait largement nous aider psychologiquement, et même en termes de gains, c'est de nous projeter sur une période plus longue. Personnellement, j'ai viré quasiment toutes mes targets, tous mes objectifs de rendement sur un seul cycle, et je me projette sur ce cycle, le prochain bear market et le prochain cycle. J'ai une stratégie qui est basée sur 2 cycles, donc globalement 6 ans. Ça me permet d'avoir une stratégie qui est beaucoup plus propre, beaucoup moins précipitée et surtout avec un potentiel de gain qui est largement plus élevé. Ça me permet aussi de ne pas viser le top exact du marché et de potentiellement le rater, de comprendre pourquoi je réalloue en bear market même quand les prix sont très bas et d'avoir potentiellement plusieurs années d'accumulation. Le gros risque de cette stratégie, c'est le fameux « c'est le dernier bull run ». Encore une fois, je ne suis pas de cet avis, et mathématiquement, c'est toujours pareil, le ratio entre les chances que ça arrive par rapport au gain potentiel de cette stratégie est totalement gagnant pour moi. J'ai donc élargi drastiquement mon échelle de projection dans les cryptos, et je vous conseille d'y réfléchir aussi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur la stratégie de 2 cycles, comparaison par exemple avec un seul cycle, une vidéo bien détaillée, ça vous intéresserait. Acceptez que nous sommes dans un jeu avec des très très gros joueurs. Wesh, il y a des avions de chasse qui passent, c'est la fiesta. Depuis quelques mois, les règles du jeu ont un peu changé. Avant, on était tranquille entre nous, tranquillement, c'était un jeu de player versus player avec effectivement quelques gros joueurs mais qui étaient tout de même en minorité. Là, on est dans une phase où l'arrivée de BlackRock, l'arrivée des institutions, de la smart money, des whales, de tous ces joueurs qui ne jouent simplement même pas dans la même catégorie, a totalement bouleversé le fonctionnement de ce marché et a redistribué les cartes. Et il faut accepter que les règles ont changé. Il faut accepter qu'il y a des acteurs derrière le rideau qui tirent les ficelles et il faut pivoter et s'adapter si on ne veut pas être laissé sur le carreau. Mais ça veut dire quoi concrètement, s'adapter ? Ça veut dire déjà avoir conscience des intérêts croisés de tous les acteurs de cet écosystème. Quel est l'intérêt de la smart money ? C'est de faire exploser le prix du Bitcoin tout de suite ? Bah non. En tout cas, pas dans un premier temps. C'est de faire fuir les petits investisseurs pour pouvoir continuer d'accumuler le plus possible jusqu'au moment opportun où le marché pourra remonter et qu'ils auront assez mangé. Quel est l'intérêt des investisseurs privés, comme les Ventures Capital ? C'est de récupérer le maximum de profit sur les deals qu'ils ont eu en amont de l'accès pour tout le monde. Donc au moment où ils vont récupérer leurs jetons, ils vont les vendre. Est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre pour les retails ? Oui. Absolument. Par contre, elle sera plus fine, et si on ne sait pas exactement les objectifs de chacun, ça va devenir beaucoup plus compliqué. On est dans un secteur qui est bien plus pointu qu'il y a quelques années, et il faut comprendre et connaître les intentions des gens qui jouent au même jeu que nous. La plupart des gens perdent de l'argent, donc agir comme tout le monde n'est objectivement pas rentable. Ça paraît un peu bateau, mais en vrai, c'est réel. Si la majorité a un comportement qui s'avère ne pas être fructifiant par rapport aux objectifs ciblés, reproduire ce comportement, c'est objectivement une grosse erreur. Ensuite, en partant de ce principe, on peut ouvrir le débat s'il faut toujours faire l'inverse de l'opinion publique. Sur certains domaines, oui, sur d'autres, non, mais le plus important, dans un premier temps, ça va déjà être de reconnaître ces fameuses opinions publiques. Comment on sait ce que pense la majorité ? En crypto, on a la chance d'avoir des outils très puissants et très faciles à utiliser, les indicateurs sociaux. Ce sont des indicateurs qui vont matérialiser le ressenti de la plupart des gens en fonction de ce qui est dit sur les réseaux, des achats, des ventes, etc. et qui vont faire ressortir des tendances. Et ces indicateurs, ils sont extrêmement puissants. Le plus connu, c'est évidemment le Fear and Greed, un indicateur qui va de 1 à 100, 1 marquant un état global désastreux, où tout le monde a peur et où la majorité vend, et 100, une euphorie complète, où les gens achètent la TH et où tout le monde pense que Bitcoin ira à 1 million. Et en fonction de cette valeur, on peut très bien avoir une idée de comment les gens perçoivent la situation. Ensuite, il va falloir un recul suffisant pour déterminer si la tendance sociale est justifiée ou non. Mais globalement, essayez surtout de penser au maximum par vous-même, sans plonger dans tous les biais, toutes les stratégies psychologiques, et de vous détacher de l'opinion publique. Et surtout, demandez-vous à quelle mesure vous faites des choses différentes de la plupart des gens. Bah ouais, on a dit que faire comme tout le monde, c'était une erreur. Donc il faut bien à un moment faire des choses qui sont différentes. Est-ce que vous rachetez les corrections quand tout le monde pleure ? Est-ce que vous vendez quand tout le monde est euphorique ? Est-ce que vous accumulez tranquillement en bear market quand plus personne ne parle des cryptos ? Qu'est-ce que vous faites de différent, concrètement ? On en a déjà parlé de ce sentiment d'inconfort. Faire différemment des autres, c'est inconfortable. Car l'humain a un cerveau qui est construit pour être entouré et pour être approuvé. Donc, à chaque fois que vous faites une action, demandez-vous
à quel point, objectivement, cette action est inconfortable, elle est désagréable à faire. Sur du court terme, je trouve que le taux d'inconfort, c'est très souvent significatif de la qualité d'une décision, parce qu'elle sera souvent à contre-courant de la majorité. A l'inverse, une décision extrêmement confortable, c'est souvent signe que vous cédez à une certaine approbation et à une libération, et que vous devriez vous demander si vraiment elle est bénéfique sur du long terme. Je vais finir cette vidéo avec une phrase de speaker motivation américain, mais dans le marché des cryptos, il faut savoir nager à contre-courant et voir ce que la plupart des gens ne voient pas. Bonne journée à tous.